Il naît au bord de l'eau, dans une lumière qui ne connaît pas la demi-teinte. Pointe-à-Pitre, fin du XIXe siècle. L'air est lourd de sel, de sucre et de pluie chaude. Les alizés passent de la main comme des mains rapides sur les toits. Froissent les palmes, poussent les odeurs du port, goudron, rhum, bois mouillé. Et derrière, la rumeur des plantations. Dans cette île française lointaine, on vit avec l'horizon en face. On ne le traverse pas encore, mais il était là. Ligne tendue, promesse et menace. Alexis Léger ouvre les yeux le 31 mai 1887, dans ce décor de mer et de vent, et ce n'est pas un détail. Chez lui, tout commencera par une sensation d'espace. La famille appartient à cette bourgeoisie créole, qui a des terres, des habitudes, une certaine idée de la tenue. On parle français, on lit, on administre, on compte. On sait aussi que la terre peut trembler, que les cyclones peuvent arracher, en une nuit, ce que des années ont bâti. L'enfance antillaise, même protégée, n'était jamais totalement tranquille. Elle apprend la fragilité sous le soleil, et elle apprend la distance, car la métropole était loin, et pourtant elle décide. Les journaux arrivent avec retard, les nouvelles politiques se déposent comme une poussière sur la vie quotidienne, mais elles pèsent. La France est un centre abstrait, une autorité invisible. Un enfant intelligent comprend vite ce paradoxe. Vivre dans un lieu où tout est concret, la chaleur, la mer, les fruits, les insectes, les orages, et dépendre d'un ailleurs qui n'a ni odeur ni couleur. Alexis grandit dans une maison où l'on respecte les formes. La langue, déjà, est une affaire de rang. On ne parle pas n'importe comment. On ne se livre pas, on tient. Cette discipline-là, qui ressemble à une politesse, est aussi une armure. Elle servira plus tard, quand il faudra se taire, écrire sans signer, servir sans se montrer. Mais avant cela, il y a l'apprentissage du monde par les sens, le vent qui change, la mer qui n'est dit jamais la même, le ciel qui se ferme d'un coup, la violence brève des pluies de tropicales. Tout cela imprime une mémoire physique, une mémoire qui, des décennies plus tard, reviendra sous forme de longues phrases, de mots comme des vagues, de visions d'embrun et de traversées. À la fin du siècle, la Guadeloupe n'est pas seulement un paysage, c'est une société stratifiée, marquée par l'histoire coloniale, par l'économie sucrière, par les hiérarchies de couleurs et de fortune, par les blessures encore proches de l'esclavage aboli depuis quelques décennies. On peut vivre dans le confort et sentir malgré tout la tension du monde. On peut être un enfant et percevoir dans les silences des adultes que l'ordre social est une construction, donc une chose qui peut se fissurer. Alexis Léger, lui, n'est pas un futur tribun. Il n'a pas le goût de la foule, il a le goût de la hauteur, de la vue d'ensemble. Il observe, il retient, il apprend à regarder sans se compromettre. Puis vient le départ. 1899. Alexis a 12 ans ambiant. 12 ans, c'est l'âge où l'on croit encore que le monde est stable. Et c'est précisément l'âge où on l'arrache à son premier monde. La famille quitte la Guadeloupe pour s'installer en France métropolitaine. On imagine la Sourcine, les malles, les papiers, les adieux, le port, la passerelle, le bateau qui s'éloigne. La mer, déjà, n'est plus seulement un décor, elle devient une frontière. Traverser l'Atlantique, à la fin du XIXe siècle, ce n'est pas un simple voyage. C'est une translation de climat, de lumière, de rythme. On quitte l'air tiède et saturé pour aller vers des saisons, des hivers, des ciels bas. On quitte une île où l'horizon est partout pour entrer dans un continent où l'horizon se cache derrière les villes, les forêts, les collines. La métropole accueille avec ses règles implicites. Pour un adolescent venu des Antilles, la France est à la fois familière, c'est la langue, l'école, les livres, et étrangère dans sa matière même. Le froid, la pierre, la brume, la lenteur des jours d'hiver. Il faut s'adapter,
il faut se fondre. Et, très tôt, Alexis comprend que se fondre ne signifie pas se perdre. Cela signifie se maîtriser. La maîtrise devient une seconde nature. Elle est sociale, intellectuelle, presque corporelle. Tenir sa place, choisir ses mots, ne pas laisser paraître l'émotion brute. Cette retenue, plus tard, fera croire à certains qu'il était distant, aristocratique, inaccessible. Mais elle naît aussi d'une expérience simple. Quand on a changé de monde à 12 ans, on apprend à se protéger. L'école, en France, est une machine à fabriquer des esprits ordonnés. On y apprend la grammaire comme une géométrie, la rhétorique comme une discipline, l'histoire comme un récit national. Alexis Léger s'y distingue. Il a le goût des textes, mais pas seulement comme littérature, comme puissance. Un texte peut gouverner, un texte peut décider, un texte peut masquer. Dans la France de la Troisième République, l'écrit est un instrument de promotion sociale et un outil d'État. Les concours, les diplômes, les administrations, tout passe par la phrase. Et lui, déjà, sent la phrase comme un matériau noble. Il la travaille, il la polit, il la charge. Il y a aussi autour de lui le monde intellectuel qui bouillonne. La fin du XIXe et le début du XXe siècle, en France, c'est une époque où la littérature n'est pas un divertissement. C'est une manière de se situer dans le siècle. Le symbolisme a laissé des traces. Mallarmé plane encore comme une exigence de pureté et de secret. Les revues circulent, les salons existent, les jeunes gens lisent et se cherchent. Alexis Léger, lui, n'est pas un bohème. Il n'a pas le goût de l'exhibition. Il n'a pas non plus l'illusion romantique du poète maudit. Il veut une souveraineté intérieure, mais aussi une souveraineté de forme. Il veut une langue qui ne ressemble à aucune autre. Et pourtant, il y a un obstacle immédiat. Comment être poète quand on aspire à servir l'État? Comment écrire quand on veut entrer dans une carrière où la discrétion est une vertu cardinale? La France administrative aime les hommes fiables, les hommes qui ne font pas de vagues. Or, la poésie, surtout quand elle est ambitieuse, fait des vagues. Elle attire l'attention, elle expose. Alexis Léger va résoudre cela par un geste qui est déjà tout un programme. Le masque, le pseudonyme. Il ne s'agit pas d'un simple nom de plume choisi pour faire joli. C'est une séparation de territoire. D'un côté, l'homme public, le fonctionnaire, le diplomate en devenir, celui qui signe des notes, qui fréquente les bureaux, qui apprend les codes. De l'autre, une voix qui ne veut pas être réduite à une biographie, qui refuse d'être l'ornement d'une carrière. Le pseudonyme qu'il adoptera, Saint John Perse, a quelque chose d'énigmatique et de construit. Il sonne comme un nom venu d'ailleurs, à la fois biblique et maritime, presque anglo-saxon, presque antique. Il crée une distance, il fabrique une figure. Et cette figure n'est pas un personnage de roman, c'est un espace de liberté. Alexis Léger peut ainsi écrire sans que l'on puisse immédiatement le ramener à un bureau, à une hiérarchie, à un ministère. Il peut être, dans la littérature, un homme sans dossier. Mais avant que ce nom ne s'impose, il y a les années de formation, les lectures, les tentatives, les rencontres. Paris, au début du XXe siècle, est une capitale où l'on peut croiser en quelques rues des poètes, des peintres, des critiques, des hommes pessimes politiques. La ville est un carrefour. Elle est aussi un théâtre. On y apprend à parler, à écouter, à se taire. Alexis Léger, avec son accent d'ailleurs peut-être perceptible au début, avec sa mémoire d'île, entre dans ce monde avec une prudence calculée. Il n'est pas là pour se dissoudre dans une école littéraire. Il était là pour se construire. La poésie qu'il cherche n'est pas celle de la confession. Elle n'est pas celle du petit drame intime. Elle vise large. Elle veut embrasser des paysages, des forces, des mouvements. Elle veut dire le monde comme on déploie une carte. Et cela, paradoxalement,
le rapproche déjà de la diplomatie. La diplomatie aussi pense en carte, en ligne, en équilibre, en vent dominant. La diplomatie aussi parle une langue codée, une langue qui doit être précise et pourtant capable d'ambiguïté, une langue qui engage sans se livrer. Alexis Léger apprend très tôt que la phrase peut être une arme douce, qu'elle peut contenir plus qu'elle ne montre. Dans ces années-là, la France vit avec ses tensions. L'affaire Dreyfus a laissé des cicatrices. La République se veut rationnelle, mais elle est traversée de passions. L'Europe, elle, avance vers une catastrophe sans le savoir, clairement, ou en le sachant trop bien, et en détournant les yeux. Les alliances se font et se défont, les nationalismes montent, les empires se regardent, en chiens de faïence. Un jeune homme qui s'intéresse à l'État ne peut pas ignorer cette toile de fond. Alexis Léger n'est pas un militant, mais il est attentif. Il comprend que le monde n'est pas un poème harmonieux. Il est un champ de force. C'est dans ce contexte qu'il s'oriente vers une carrière qui le mènera au Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères, en France, n'est pas seulement un bâtiment et des couloirs. C'est une culture, une tradition de style, une manière de penser le monde en termes de continuité, de prestige, de rang. On y cultive la mémoire des traités, des crises, des humiliations et des victoires. On y écrit beaucoup. On y lit entre les lignes. On y apprend que le mot « peut-être » peut valoir une armée, que le silence peut être une position, que la ponctuation peut changer le destin d'une note. Pour un homme qui aime la langue, c'est un terrain fascinant. Pour un homme qui veut de rester maître de lui, c'est un refuge et une scène à la fois. Mais la poésie ne disparaît pas. Elle travaille en dessous. Elle se nourrit de tout, des paysages perdus de l'enfance, des ports, des départs, des odeurs de sel, et aussi de la France continentale, de ses saisons, de ses bibliothèques, de ses débats. Elle se nourrit de l'idée même d'exil, avant l'exil réel. Car quitter la Guadeloupe à 12 ans, c'est déjà apprendre que l'on peut être étranger dans sa propre langue. C'est déjà apprendre que l'on peut porter un pays en soi comme une absence. Le jeune Alexis Léger fréquente des milieux où la littérature compte. Il publie, il se fait remarquer. Mais il le fait avec une prudence qui étonne. Pas de tapage, pas de scandale, pas de posture. Il avance comme un homme qui sait que sa vie aura deux vitesses. La vitesse publique, celle des dossiers, des affectations, des responsabilités, et la vitesse secrète, celle de la phrase poétique, lente, ample, exigeante. Deux vitesses qui ne doivent donc pas se percuter. Pas encore. Le choix d'écrire sous pseudonyme n'est pas seulement une stratégie de carrière, c'est une conception de la poésie. Saint John Perse ne veut pas être lu comme le diplomate qui écrit. Il veut être lu comme une voix qui ne demande pas la permission, une voix qui ne s'excuse pas, une voix qui ne se réduit pas à une anecdote. Il y a là une forme d'orgueil, oui, un orgueil de la langue, mais aussi une forme de pudeur, ne pas livrer l'homme privé, ne pas transformer la poésie en confession. La poésie, chez lui, sera un chant impersonnel, ou plutôt transpersonnel. Elle parlera au nom de forces plus vastes que l'individu. Et puis, il y a l'époque. Le début du XXe siècle voit la poésie française se transformer. Les formes classiques sont contestées, les avant-gardes apparaissent, les certitudes esthétiques se fissurent. Certains cherchent la rupture, le collage, la vitesse moderne. Lui cherche autre chose. Une ampleur qui n'est pas archaïque, une grandeur qui n'est pas décorative. Il veut une poésie qui ait la densité d'un monde, pas la légèreté d'un jeu. Il veut une langue qui puisse porter le désert, la mer, les migrations, les empires, les vents. Une langue qui puisse dire l'histoire sans raconter une histoire. Quand la Première Guerre mondiale éclate, l'Europe bascule. Les jeunes hommes sont tapés, les sociétés se militarisent. Les mots d'eux-mêmes changeront de poids. La guerre, c'est aussi une crise de la langue.
Comment parler après l'horreur industrielle, après les tranchées, après les listes de morts? Beaucoup de poètes seront brisés, d'autres deviendront des témoins, d'autres encore chercheront l'ironie ou le cri. Alexis Léger, lui, va continuer à construire une langue qui ne se laisse pas réduire aux commentaires immédiats. Il n'écrit pas pour la chronique, il écrit pour la durée. Cela peut sembler froid. C'est en réalité une autre manière de répondre au siècle. Ne pas se laisser avaler par l'événement, mais chercher une parole qui tienne face à l'événement. Dans les années qui suivent, la France se reconstruit, se fatigue, se divertit aussi. Les années Vauvain ont leur éclat, leurs fêtes, leurs illusions. Paris attire le monde. Les artistes étrangers affluent dans, les idées circulent. Et au milieu de cette effervescence, un texte paraît, en 1924, Anabase, un titre qui sonne comme une marche, une expédition, un retour vers l'intérieur des terres. Anabase, c'est l'affirmation d'une forme, une poésie qui ne raconte pas au sens traditionnel, mais qui avance par blocs, par vision, par proclamation. Une poésie qui a quelque chose de l'épopée sans en avoir les personnages. Une poésie qui parle comme un chef de caravane, comme un fondateur de cité, comme un homme qui traverse des espaces immenses et qui nomme ce qu'il voit. Ce n'est pas un poème facile. Il ne cherche pas à plaire, il impose, il exige du lecteur qu'il accepte de se perdre un peu, comme on se perd dans un désert ou dans une mer trop vaste. Et pourtant, ceux qui ont l'oreille comprennent qu'il se passe là quelque chose d'important. Une voix singulière, une diction qui n'appartient à personne d'autre. Saint John Perse apparaît comme un poète de la grandeur, mais une grandeur sans décor, une grandeur minérale, météorologique. Le monde y est à matière, sable, vent, sel, pierre, soleil, et la phrase y est comme une houle. Elle revient, elle insiste, elle emporte. Anabase, c'est aussi un geste de pouvoir, non pas un pouvoir politique direct, mais un pouvoir de nomination. Nommer, c'est ordonner. Nommer, c'est tracer des lignes dans le chaos. On comprend alors pourquoi cet homme peut être attiré par la diplomatie. La diplomatie aussi est un art de la nomination. Elle nomme des situations, des intentions, des risques. Elle transforme des forces brutes en formulations. Elle tente de rendre le monde lisible. Et lui, dans la poésie, fait la même chose, mais à une autre échelle, avec une autre liberté. Le paradoxe, c'est que plus sa poésie devient vaste, plus sa vie publique exige le secret. Un fonctionnaire, surtout dans les affaires étrangères, ne doit pas être un homme de déclaration. Il doit être un homme de réserve. Il doit pouvoir parler au nom de l'État sans que l'on confonde sa voix personnelle avec la voix officielle. Le pseudonyme protège, mais il ne suffit pas toujours. Dans les milieux parisiens, on devine, on sait, on chuchote. Le monde littéraire est petit, le monde administratif aussi. Les réseaux se croisent. Il faut donc une discipline constante. Ne pas mélanger, ne pas laisser filtrer, ne pas se laisser enfermer dans une image. Alexis Léger avance ainsi, avec une élégance contrôlée. Il n'est pas un homme de scandale, il est un homme de couloir, de bibliothèque, de conversation mesurée. Il apprend les usages, les titres, les nuances. Il apprend à lire un visage comme on lit une dépêche. Il apprend à attendre, car l'État est une école de patience. Et la poésie aussi, à sa manière, est une école de patience. On y attend le mot juste, on y refuse la facilité, on y recommence. Dans cette première moitié de vie, tout se met en place. L'enfance antillaise comme réserve de sensations et d'horizons. Le départ de 1899 comme première fracture, première traversée. La France métropolitaine comme apprentissage de la forme, de la discipline, de la culture écrite. La naissance du pseudonyme comme invention d'un espace intérieur. Et enfin, en 1924, Anabase comme preuve publique que cette voix existe, qu'elle est déjà adulte, déjà souveraine.
Et derrière tout cela, toujours, la mer et le vent. La mer réelle de Pointe-à-Pitre, avec ses quais et ses odeurs. La mer traversée, celle du départ, celle qui sépare et relie. La mer imaginaire, celle qui reviendra dans les mots comme une matière première. Le vent des alizés, puis les vents d'Europe, les vents d'histoire. Chez Saint John Perse, le vent n'est pas un simple motif poétique, c'est une manière de penser. Le vent, c'est ce qui pousse, ce qui déplace, ce qui oblige à tenir le cap sans jamais maîtriser totalement la route. Il y a, dans cette construction, quelque chose de presque contradictoire et pourtant parfaitement cohérent. Un homme qui se prépare à servir un État, donc à s'inscrire dans une continuité, dans une hiérarchie, dans une tradition, et un homme qui, dans le même temps, invente une langue qui refuse les clôtures, qui veut l'espace, qui veut l'illimité, un homme qui apprend à écrire des notes précises et qui, la nuit ou dans le retrait, laisse monter des phrases qui ressemblent à des marées. La suite, on la devine déjà dans les plis de cette jeunesse. Plus il montera dans l'appareil d'État, plus il devra se taire en public, plus l'histoire accélérera, plus sa poésie cherchera des formes capables de contenir l'orage. Mais pour l'instant, il est encore dans l'élan de la formation, dans l'équilibre fragile entre deux vocations. Il a quitté une île, il a gagné une langue, il a choisi un masque, il a trouvé une voix. Et cette voix, dès Anabase, parle comme si elle avait toujours connu les grands espaces, comme si l'horizon n'était pas une ligne au loin, mais une exigence intérieure. Le quai d'Orsay, quand on y entre vraiment, n'est pas seulement un ministère, c'est une température, une odeur de papier ancien, de cire, de cuir, de tabac froid parfois, et cette poussière fine des dossiers qu'on ouvre et qu'on referme comme on referme des portes sur des vies. C'est un monde où l'on marche sans bruit, où l'on apprend à ne pas s'étonner, à ne pas s'attarder sur les éclats, à ne pas laisser la voix monter. Les couloirs ont la longueur des empires, les bureaux ont la lumière grise des hivers parisiens, et sur les tables, toujours, la même géographie, cartes pliées, télégrammes, notes, parapheurs, rubans, tampons, et cette écriture administrative qui doit être nette, sans tremblement, sans lyrisme, sans aveu. Alexis Léger y apporte quelque chose de rare, une oreille, pas seulement l'oreille du lettré, mais l'oreille de celui qui sait que la phrase est un instrument de pouvoir. Au quai, on ne parle pas pour parler, on parle pour déplacer des masses invisibles, on parle pour gagner du temps, pour en faire perdre à l'autre, pour laisser une porte entr'ouverte, pour fermer une issue sans claquer. La diplomatie française, héritière de siècles de traités, de congrès, de crises, a ses rites. On pèse les adjectifs, on soupèse les conditionnels, on préfère l'allusion à l'affirmation, on laisse à l'interlocuteur la possibilité de sauver la face. Et dans ce théâtre feutré, Léger apprend vite. Il apprend à écrire comme on marche sur une glace mince. Il y a dans cette carrière une ascension qui n'a rien de spectaculaire au sens romanesque. Pas de coup d'éclat, pas de tribune, pas de foule. Tout se joue dans la continuité, dans la confiance qu'on inspire, dans la capacité à tenir un dossier, à comprendre une situation avant qu'elle ne devienne crise, à sentir le vent avant qu'il ne tourne. Il faut être précis, il faut être discret, il faut être disponible, et il faut, surtout, accepter que le nom propre n'appartienne plus tout à fait à celui qui le porte. On devient une fonction, un rouage, une voix qui parle au nom d'un autre, l'État. Or, au même moment, sous un autre nom, une autre voix existe déjà. Saint John Perse. Une voix qui, elle, ne veut pas être rouage, qui ne veut pas être commentaire, qui ne veut pas être circonstance. Et c'est là que la tension devient presque physique. Comment vivre dans le secret d'État quand on porte en soi une langue qui cherche l'espace, la mer, le vent, les grands mouvements, les forces élémentaires?
Comment passer la journée à rédiger des notes où chaque mot doit être contrôlé, et la nuit, ou dans les interstices, laisser monter une phrase qui se déploie comme une houle? La réponse, chez lui, n'est pas la schizophrénie, c'est la séparation, une cloison, un art de compartimenter. Alexis Léger, dans les bureaux, est l'homme du dossier. Saint John Perse, dans les livres, est l'homme de l'horizon. Et pourtant, plus on regarde, plus on voit que ces deux hommes ne s'opposent pas tant qu'ils se nourrissent. La diplomatie lui donne le sens des forces, des équilibres, des pressions. Elle le lui donne une vision du monde comme champ de tension, comme carte vivante. Elle le lui donne aussi une discipline. La phrase doit tenir, ne pas s'effondrer, ne pas trahir. La poésie, elle, lui donne une souveraineté intérieure, une respiration, une manière de ne pas être entièrement avalé par la machine. Les années 20 ont passé comme un éclat. Les années de 30 arrivent avec une autre lumière, plus dure, plus métallique. L'Europe n'est plus dans l'illusion de l'après-guerre, elle est dans l'inquiétude. La crise économique mondiale, les faillites, le chômage, les colères sociales. Et surtout, la montée des régimes autoritaires, l'Italie fasciste déjà installée, l'Allemagne qui bascule, l'Espagne qui s'embrase. Les mots changent de densité, sécurité, frontières, alliances, réarmement. Les dépêches se font plus nerveuses, les télégrammes plus fréquents, les réunions plus longues. On sent dans les couloirs une accélération qui n'édame pas encore la guerre, mais qui en a le goût, celui d'un temps qui se resserre. Dans ce contexte, Alexis Léger monte. Il n'est pas un ministre, il n'est pas un élu, il n'est pas un homme de parti, il est un haut fonctionnaire. Et c'est précisément ce qui le rend central. Les gouvernements passent, les crises se succèdent, mais l'administration, elle, tient la continuité. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, quand il le devient en 1933, n'est pas une figure décorative. C'est le sommet administratif, le point où convergent les informations, les analyses, les instructions. C'est un poste où l'on voit tout, ou presque, où l'on sait avant les autres, où l'on prépare, où l'on filtre, où l'on formule, un poste où l'on peut influencer sans apparaître. 1933, l'année où Hitler devient chancelier, l'année où l'Allemagne commence à se transformer à une vitesse effrayante. Et à Paris, au Quai d'Orsay, on lit, on recoupe, on interprète, on reçoit des rapports, on écoute les ambassadeurs, on compare les signaux, on se demande jusqu'où cela ira, on se demande si l'Europe, encore une fois, va glisser vers l'abîme. Dans ces bureaux, la guerre n'est pas une abstraction, c'est une hypothèse de travail, une hypothèse qu'on doit empêcher, ou préparer, ou contourner. Et Léger, désormais, est au cœur de cette mécanique. Il y a une image qu'on pourrait garder, celle d'un homme penché sur une carte, non pas comme un général, mais comme un lecteur. Une carte où les frontières ne sont pas des lignes fixes, mais des cicatrices. Une carte où chaque trait a été payé par des morts, par des humiliations, par des compromis. La diplomatie, c'est l'art de faire tenir ces lignes sans les sacraliser, de les défendre sans les idolâtrer, de les déplacer parfois sans déclencher l'incendie. Et dans les années 30, tout menace de brûler. Le Quai d'Orsay, à cette époque, est aussi un lieu de style. On y cultive une certaine idée de la France. Sa langue, sa clarté, sa tradition de négociation, son prestige. Mais le prestige ne suffit pas face aux chars, face aux usines d'armement, face aux foules galvanisées. Alors on cherche des alliances, on cherche des garanties, on cherche des équilibres, on parle de sécurité collective, de société des nations, de pactes, de sanctions. On parle, on écrit, on envoie des notes, et pendant ce temps, l'histoire avance comme une marée noire. Léger, dans ce rôle, doit être à la fois analyste et gardien. Gardien du secret, gardien de la continuité, gardien d'une certaine ligne.
Il doit aussi composer avec les hommes politiques, avec leur tempérament, leurs hésitations, leurs calculs. Un haut fonctionnaire n'est pas un souverain. Il sert. Mais il sert avec une intelligence qui peut orienter. Il propose des formulations. Il prépare des dossiers. Il met en garde. Il insiste. Il temporise. Il sait que la phrase, dans une note, peut devenir une décision. Et il sait aussi que la phrase, mal posée, peut devenir un piège. Ce qui frappe, quand on pense à lui, dans ces années-là, c'est la coïncidence entre deux types de langues. D'un côté, la langue diplomatique, sèche en apparence, mais pleine de sous-entendus, de prudence, de portes de sortie. De l'autre, la langue de Saint John Perse, ample, solaire, minérale, traversée de vent, de sel, de migration, de désert. Deux langues qui semblent incompatibles. Et pourtant, elles partagent une obsession. Tenir le monde dans des mots, le rendre saisissable, le nommer à grande échelle, car la diplomatie, au fond, est une poésie inversée. Elle ne cherche pas l'illumination, elle cherche l'accord. Elle ne cherche pas l'extase, elle cherche l'équilibre. Mais elle travaille, elle aussi avec l'invisible. Les intentions, les peurs, les rapports de force. Elle doit deviner ce que l'autre ne dit pas. Elle doit écrire ce qui ne peut pas être écrit trop clairement. Elle doit faire exister une réalité par la formulation. Et Léger, qui a déjà prouvé avec Anabase qu'il sait bâtir des architectures verbales, se retrouve à bâtir des architectures politiques. Dans les salons, dans les dîners officiels, dans les réceptions où l'on sert des vins choisis et où l'on parle de tout sauf de l'essentiel, il observe, il écoute les accents. Il note les silences. Il voit comment un homme se trahit par une impatience, par un rire trop fort, par une main qui s'attarde sur un verre. La diplomatie est aussi une science des corps. Et lui, l'homme de la retenue, est à l'aise dans cette chorégraphie. Il n'a pas besoin de briller. Il a besoin de comprendre. Mais cette compréhension a un prix, l'exposition. Plus on monte, plus on devient visible. Plus on devient visible, plus le pseudonyme devient fragile. Dans Paris, on sait, on murmure, on associe. Le poète et le haut fonctionnaire. Certains trouvent donc cela fascinant. Un homme qui écrit des poèmes comme des continents et qui, le matin, signe des notes sur des frontières réelles. D'autres trouvent donc cela suspect. La poésie, dans l'imaginaire français, est censée être liberté. Et l'État est censé être contrainte. Comment faire confiance à un homme qui appartient aux deux mondes? Comment ne pas craindre qu'il mélange? Qu'il rêve là où il faut calculer? Qu'il calcule là où il faudrait être pur? Léger, lui, ne se justifie pas. Il ne plaide pas. Il se tient. Il garde la distance. Il garde le masque. Et ce masque n'est pas seulement un nom. C'est une manière d'être. Une manière de ne pas se livrer. Une manière de rester, même au sommet. Un homme qui ne se donne pas en spectacle. Les années passent. 1935, 1936. Le Front populaire en France. Les tensions sociales, les espoirs, les peurs. À l'extérieur, l'Italie en Éthiopie, l'Espagne en guerre civile, l'Allemagne qui réoccupe la Rhénanie. Chaque événement est une secousse. Chaque secousse oblige à réévaluer. Et au Quai d'Orsay, on travaille dans l'urgence feutrée. On rédige, on consulte, on envoie, on reçoit. Les télégrammes d'hommes arrivent en kututa avi tuteur, ta, sierra sauteur. Les nuits se raccourcissent, les dossiers s'empilent. La fatigue devient une seconde peau. Dans ce monde, la notion même de chiot secret prend une épaisseur particulière. Le secret n'est pas seulement ce qu'on cache à l'ennemi. C'est ce qu'on cache au public, parfois, pour éviter la panique. C'est ce qu'on cache aux alliés, parfois, pour garder une marge. C'est ce qu'on cache à ses propres collègues, parfois, parce que l'information est une monnaie. Et Léger, au centre, doit gérer cette circulation. Il doit décider qui sait quoi, quand, comment. Il doit aussi protéger les archives, les traces, les formulations, car tout se conserve.
tout peut ressortir, tout peut être utilisé. Et pendant ce temps, la poésie continue, mais autrement. Elle n'est plus seulement l'élan de la jeunesse, elle devient une réserve, une chambre intérieure, un lieu où l'on respire quand l'air du monde se raréfie. On imagine l'homme, tard le soir, après les réunions, après les notes, après les conversations, où chaque phrase était surveillée, retrouver une autre phrase, une phrase qui n'a pas à plaire, pas à convaincre, pas à ménager, une phrase qui peut être souveraine, une phrase qui peut dire « le vent sans demander l'autorisation ». Ce n'est pas un hasard si, chez Saint John Perse, le vent revient comme une force. Le vent, c'est ce qui traverse les frontières sans passeport, ce qui ignore les douanes, ce qui se moque des traités. Le vent, c'est l'élément qui rappelle à l'homme d'État que le monde n'est pas entièrement gouvernable. Et la mer, elle aussi, revient. La mer, c'est la distance. La mer, c'est l'exil possible. La mer, c'est la mémoire de l'enfance, mais c'est aussi la métaphore d'un monde où les puissances se déplacent comme des courants. À mesure que l'Europe se rapproche de la guerre, la position de l'Égée devient plus délicate. Il n'est pas celui qui décide en dernier ressort, mais il est celui qui prépare, qui conseille, qui structure. Il est au cœur de la machine, donc au cœur des critiques. Car quand une politique échoue, on cherche des responsables, on cherche des noms, on cherche des silhouettes dans l'ombre. Et le secrétaire général, par définition, est une silhouette puissante, une silhouette qu'on peut accuser d'avoir trop influencé ou pas assez, d'avoir été trop prudent ou trop audacieux, d'avoir cru aux mots ou d'avoir sous-estimé la force brute. La fin des années 30 est une suite de rendez-vous manqués et de décisions impossibles. On parle d'apaisement, de fermeté, de garantie. On signe, on proteste, on négocie. Et l'Allemagne nazie avance. L'Autriche est annexée. La Tchécoslovaquie est démembrée. Les accords, les promesses, les déclarations. Tout cela ressemble parfois à des digues de papier face à une mer qui monte. Au Quai d'Orsay, on le sait, on le sent, on le redoute. Mais savoir n'est pas pouvoir. Léger, dans cette période, incarne une certaine idée de la diplomatie française. Une diplomatie qui croit encore à la force des alliances, à la nécessité de tenir un front commun, à l'importance de ne pas céder sans contrepartie. Mais il doit composer avec une France fatiguée, traumatisée par 14 à 18, divisée politiquement, inquiète économiquement. Une France qui veut la paix, et qui, en voulant la paix, risque de se retrouver sans moyen de la défendre. La tragédie est là. Le désir de paix peut devenir une faiblesse si l'autre ne le partage pas. Et puis, il y a la dimension personnelle, plus silencieuse. Un homme qui a construit sa vie sur la maîtrise, sur la distance, sur la capacité à tenir deux existences parallèles, se retrouve dans un monde où la maîtrise échappe, où les événements débordent, où les décisions se prennent parfois ailleurs, dans d'autres capitales, dans d'autres logiques. La diplomatie, qui est un art de la lenteur, se retrouve prise dans une accélération brutale. Les télégrammes se succèdent comme des rafales. Les crises ne se résolvent plus, elles s'empilent. Dans cette atmosphère, la poésie de Saint John Perse prend une coloration particulière, même quand elle ne parle pas directement de politique. Elle devient une manière de penser le monde en termes d'éléments, de force, de mouvement. Elle refuse le petit commentaire, mais elle porte en elle la sensation d'un monde instable. Elle porte en elle l'idée que l'homme est toujours en traversée, même quand il croit être installé. Elle porte en elle aussi une forme d'orgueil, celui de la langue qui ne se laisse pas réduire par l'événement. Ce qui est trop frappant, c'est que l'homme d'État et le poète partagent une même tentation, la souveraineté. Dans l'administration, la souveraineté est celle de l'État, de sa continuité, de sa capacité à décider. Dans la poésie, la souveraineté est celle de la parole, de sa capacité à nommer sans demander.
et Léger, en servant l'une, nourrit l'autre. Il apprend, dans les affaires étrangères, que le monde est vaste, que les continents ne sont pas des abstractions, que les mers sont des routes stratégiques, que les vents de l'histoire déplacent des peuples. Il apprend aussi que les mots peuvent être des armes, mais des armes fragiles, qu'un traité peut être violé, qu'une promesse peut être trahie, qu'une formule peut être retournée. Alors il s'accroche à ce qu'il maîtrise vraiment, la phrase. La phrase diplomatique d'abord, qui doit être impeccable, sans faille, sans excès. La phrase poétique ensuite, qui peut être excessive, justement parce qu'elle n'a pas à rendre de compte. 2 phrases, 2 régimes, un même homme. À la veille de la guerre, le Quai d'Orsay est un lieu où l'on vit dans l'anticipation. On anticipe les mouvements de troupes, les réactions des Alliés, les conséquences économiques, les opinions publiques. On anticipe aussi les catastrophes administratives, l'évacuation éventuelle, la protection des archives, la continuité du service. Car un ministère, même en guerre, doit fonctionner. Il doit continuer à parler au monde. Il doit continuer à recevoir, à envoyer, à négocier. Et Léger, au sommet administratif, est l'un de ceux qui doivent penser cette continuité. La guerre éclate. 1939. La si drôle de guerre s'installe, cette attente étrange où l'on mobilise sans combattre vraiment, où l'on vit dans une suspension. Les bureaux continuent, les notes continuent, les télégrammes continuent, mais l'air est différent. Il y a une tension sourde, une fatigue anticipée, une inquiétude qui ne se dit pas. Et puis, en 1940, tout bascule. La défaite arrive comme une tempête qui ne respecte ni les plans ni les phrases. La France s'effondre en quelques semaines. Les routes se remplissent de réfugiés. Les administrations se déplacent, se dispersent, se replient. Les certitudes se brisent. Pour un homme comme Alexis Léger, qui a bâti sa vie sur la continuité de l'État, c'est un choc presque métaphysique. L'État, ce grand corps auquel il a consacré son intelligence, vacille. Et dans ce vacillement, les comptes se règlent. Les responsabilités se cherchent. Les nouveaux pouvoirs veulent des coupables, des symboles, des têtes. Le régime de Vichy qui s'installe après l'armistice n'a pas besoin de l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Il a besoin d'autres hommes, d'autres fidélités, d'autres récits. Léger est évincé, mis à l'écart, discrédité. Et avec l'éviction, il y a souvent dans ces moments-là quelque chose de plus brutal que la perte d'un poste, la perte d'un monde, la perte d'un accès, la perte d'une légitimité. On imagine l'homme qui, hier encore, recevait des dépêches du monde entier, qui pesait des décisions, qui organisait des dossiers, se retrouver soudain sans bureau, sans parapheur, sans couloir. Un homme dont la vie était faite de continuité administrative se retrouve dans la discontinuité historique. Et ce n'est pas seulement une chute professionnelle, c'est une rupture de rythme, une rupture de statut, une rupture d'identité. Le secret d'État, qui le protégeait, se retourne contre lui. Car le secret, en temps de défaite, devient suspicion. On soupçonne, on accuse, on réécrit, on simplifie, on cherche des traîtres, des responsables, des mauvais conseillers. Et l'homme de l'ombre, par définition, est facile à charger. Il n'a pas de tribune pour se défendre, il n'a pas de foule pour l'acclamer. Il a des dossiers, mais les dossiers, dans le chaos, se perdent, se dispersent, se confisquent. Les archives deviennent un enjeu, les papiers deviennent une arme. C'est là que la double vie prend une dimension tragique. Saint John Perse, le poète, pourrait sembler une échappatoire. Mais le poète, lui aussi, est pris dans l'histoire, car le nom de Léger est désormais associé à une politique, à une période, à une défaite, et le pseudonyme, si soigneusement construit, ne suffit plus à garantir la paix. Il y a l'exil qui se profile,
non pas comme un motif littéraire, mais comme une nécessité. La mer, encore. La traversée, encore. Le vent, encore. Cette fois, ce ne sont plus les alizés de l'enfance, ce sont les vents d'une Europe en ruine. Avant même de quitter la France, il y a ce moment où l'on comprend que tout ce qui semblait solide ne l'est pas. Les institutions, les carrières, les protections, les hauts réseaux, tout peut se dissoudre en quelques semaines. Et dans cette dissolution, il reste quoi? Il reste la langue, il reste la mémoire, il reste cette capacité, presque obstinée, à tenir debout dans les mots quand le monde matériel s'effondre. L'homme d'État, dans les années 30, a vécu au rythme des dépêches et des crises. Il a cru, comme beaucoup, qu'on pouvait encore organiser le chaos par la négociation, par l'équilibre, par la formule. La défaite de 1940 vient dire autre chose. Parfois, le chaos gagne. Parfois, la force brute écrase la phrase. Et c'est précisément à cet endroit que la poésie de Saint John Perse va changer de statut. Elle n'est plus seulement l'autre vie, elle devient le territoire principal, le seul territoire qui ne peut pas être confisqué par un régime, par une police, par une défaite. Mais pour l'instant, au bord de cette rupture, il y a encore l'image du haut fonctionnaire dans son ministère. Quelques mois plus tôt, quand tout tenait encore par habitude. Les fenêtres sur Paris, les dossiers alignés, les cartes, les télégrammes, les conversations à voix basse, et, derrière tout cela, comme un bruit de fond, la mer lointaine de l'enfance, la mer comme promesse et menace, la mer qui attend toujours son heure. Parce que chez lui, l'horizon n'est jamais un décor, c'est une issue, et bientôt, ce sera la seule. Il y a, dans les jours qui suivent l'effondrement, une sensation très particulière, presque physique, que connaissent ceux dont la vie était faite de continuité et de procédure. Le monde n'a pas seulement changé, il a perdu ses charnières. Les portes ne ferment plus. Les serrures ne répondent plus. Les horaires, les circuits, les signatures, tout ce qui, hier encore, donnait à l'État l'allure d'une machine lente mais invincible, se met à flotter comme une épave. Et dans ce flottement, Alexis Léger n'est plus le centre d'une circulation d'informations. Il devient un homme de trop. Juin 1940. La France est traversée par un mouvement de fuite qui n'a rien d'abstrait. Des routes blanches de poussière, des charrettes, des voitures surchargées, des matelas ficelés, des enfants qui dorment sur des valises, des vaches qu'on mène à la corde, des bicyclettes qui zigzaguent entre les colonnes. L'air sans l'essence, la sueur, la peur. Les villes se vident, les administrations se replient, les téléphones sonnent dans le vide. Et au milieu de cette débâcle, il y a aussi une autre panique, plus froide, celle des papiers, les dossiers, les archives, les télégrammes, les notes, tout ce qui, dans un ministère, constitue la mémoire et donc le pouvoir. On brûle, on cache, on emporte, on perd. On détruit pour ne pas livrer. On détruit aussi parce qu'on ne sait plus quoi sauver. Pour un homme comme Léger, qui a vécu dans la religion du document, c'est une scène presque insupportable. La diplomatie, c'est l'art de laisser des traces contrôlées. Là, les traces s'éparpillent. Et ce qui s'éparpille, ce n'est pas seulement du papier. C'est une vie entière de travail, de formulation, de prudence, de décisions préparées à l'encre noire. Dans les couloirs du quai d'Orsay, on avait appris à croire que l'archive protège. En temps de défaite, l'archive accuse. Le nouveau pouvoir qui se met en place n'a pas besoin de cette continuité-là. Vichy veut rompre, purifier, désigner. Il lui faut des symboles de l'ancienne République, des figures qu'on peut charger d'avoir mal vues, mal conseillées, mal négociées. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, poste invisible pour le grand public mais central dans l'appareil, devient une cible idéale, assez haut pour être responsable, assez discret pour ne pas avoir de défense populaire.
On l'écarte, on le met à l'écart, on le prive de sa fonction, de son bureau, de son accès. Et l'on comprend, dans ces moments-là, que la disgrâce n'est pas seulement une décision administrative, c'est une expulsion du réel. Il y a une violence particulière dans la perte d'un poste quand ce poste était une identité. Alexis Léger n'était pas seulement un homme qui travaillait au Quai d'Orsay, il était devenu une manière de faire fonctionner le Quai d'Orsay. Il connaissait les circuits, les hommes, les habitudes, les codes. Il savait à quelle heure arrive telle dépêche, quel ambassadeur écrit de telle manière, quel ministre a besoin qu'on lui mâche la phrase, quel autre préfère qu'on lui laisse croire qu'il l'a trouvée lui-même. Tout cela, d'un coup, ne sert plus à rien, et ce qui ne sert plus à rien devient suspect. La suspicion, en 1940, est une matière qui se répand vite, elle colle, elle s'infiltre, elle transforme les nuances en accusations. On ne demande plus « Qu'avez-vous voulu faire ?» On demande « De quel côté étiez-vous » Et dans un pays qui se coupe en deux, qui se cherche une justification, qui se raconte une histoire pour survivre à l'humiliation, les hommes de l'ombre deviennent des personnages commodes. On peut leur prêter des intentions, on peut leur attribuer des phrases, on peut les faire entrer dans un récit simplifié où il faut des coupables pour que la défaite ait un sens. Léger, lui, n'est pas un tribun. Il n'a pas l'habitude de se défendre en public. Il a l'habitude de se taire. Et le silence, dans ces temps-là, n'est pas une vertu. C'est un aveu aux yeux de ceux qui veulent juger, vite. Il y a aussi autour de lui cette rumeur persistante qui le suit depuis des années. Le poète, Saint John Perse. Comme si la poésie, soudain, devenait une preuve d'étrangeté, une preuve d'écart, presque une preuve de non-appartenance. On ne pardonne pas facilement à un haut fonctionnaire d'avoir une vie intérieure trop vaste. On ne pardonne pas à un homme de dossier d'avoir écrit des phrases qui ressemblent à des continents. Et pourtant, c'est précisément cette vie intérieure qui va lui servir de refuge. Mais avant le refuge, il y a l'arrachement. L'exil n'est pas un mot noble quand il commence. C'est une logistique, des papiers à obtenir, des contacts à activer, des valises à faire sans savoir si l'on reviendra, des adresses qu'on note sur un carnet, des livres qu'on laisse, des objets qu'on abandonne, et surtout, cette sensation de quitter non seulement un pays, mais une langue de pouvoir. Car la langue française, au Quai d'Orsay, n'était pas seulement une langue maternelle, c'était un instrument, un outil de précision, un outil de domination douce. Partir, c'est perdre aussi cet atelier. Le départ vers les États-Unis, à la charnière de 1940 et 1941, n'a rien d'une aventure romantique. C'est une translation forcée, une fuite organisée, une manière de se soustraire à un régime qui l'a mis au banc, et à une Europe qui devient un piège. La mer, encore. Toujours la mer, mais cette mer-là n'est plus celle des Antilles, ni même celle des poèmes comme souvenir d'enfance. C'est une mer de guerre, une mer surveillée, une mer où l'on pense aux sous-marins, aux convois, aux ports-peuls fermés, aux visas, aux contrôles. La traversée devient une épreuve de réalité. Et quand il arrive, l'Amérique n'est pas un décor. C'est un choc de lumière et d'échelle. Les villes verticales, les avenues, les bruits, les accents, les journaux, les slogans, l'énergie industrielle. Pour un homme formé dans les salons feutrés et les couloirs cirés, c'est un autre monde, plus direct, plus bruyant, moins codé. On y parle fort, on y vend, on y affiche, on y explique. La diplomatie européenne, avec ses sous-entendus et ses litotes, y paraît parfois comme une langue ancienne. Léger n'arrive pas en conquérant, il arrive en homme dépossédé. Il n'a plus de fonction officielle française, il n'a plus de bureau, il n'a plus de parapheur. Il a un nom qui, en France, est devenu encombrant, et il a un pseudonyme qui, jusque-là, était un masque choisi, presque un luxe.
Désormais, ce masque devient une nécessité vitale. Saint et John Peirce n'est plus seulement l'autre vie. C'est la seule qui puisse circuler sans être immédiatement rattrapée par les règlements de compte. Il y a, dans l'exil, une humiliation silencieuse, celle de devoir recommencer à prouver qu'on existe. Un haut fonctionnaire, au sommet, n'a pas besoin de se présenter. On le présente. En Amérique, il faut expliquer. Il faut se situer. Il faut trouver sa place. Et cette place, il la trouve dans un espace qui lui convient, paradoxalement, celui des institutions culturelles, des bibliothèques, des fondations. Il travaille à la Library of Congress, à Washington. Là, au milieu des rayonnages, des catalogues, des manuscrits, des livres qui portent la mémoire du monde, il retrouve une forme de continuité. Une continuité non plus politique, mais intellectuelle. Une continuité de papier, oui, mais d'un papier qui ne sert pas à négocier des frontières. Il sert à conserver des voix. La bibliothèque, c'est un ministère sans armée, un état de l'esprit. Et pour Léger, c'est une manière de rester dans une architecture, dans une discipline, dans un ordre. Il n'est pas fait pour l'improvisation permanente. Il a besoin de cadre. Même l'exil, chez lui, doit devenir une forme. Il doit être organisé. Il doit être tenu. Et c'est là que la poésie intervient, non pas comme consolation, mais comme souveraineté. Car l'exil, pour un poète, est un piège facile. On peut se mettre à écrire des plaintes, des nostalgies, des élégies. Saint John Peirce ne fait pas cela. Il ne se raconte pas. Il ne se confesse pas. Il ne se met pas au centre comme victime. Il fait autre chose, de plus étrange et de plus orgueilleux. Il transforme l'arrachement en territoire. Il ne dit pas seulement « je suis loin », il dit « je suis dans l'espace ». Il ne dit pas « on m'a pris ma place ». Il dit « je prends une place plus vaste, celle des éléments ». C'est dans cette période que se cristallise ce qui deviendra, après-guerre, l'un de ses grands ensembles. Exil, publié en 1946, mais nourri par ses années de déracinement. Le mot « exil » chez lui n'est pas une simple situation géographique. C'est une condition, une manière d'être au monde, quand le monde vous a retiré ses garanties. Et ce qui frappe, c'est que cette condition n'est pas décrite en termes de misère, mais en termes de grandeur austère. L'exil devient une sorte de poste avancé, un promontoire. On est dehors, donc on voit autrement. On est privé, donc on se rend souverain autrement. La langue de Peirce, dans ses textes, est une langue qui refuse la petite monnaie de l'actualité. Il ne commente pas les événements comme un chroniqueur. Il ne nomme pas les hommes politiques. Il ne décrit pas les batailles. Il fait sentir la violence du siècle par des images d'éléments, de vent, de poussière, de migration, comme si l'histoire, au lieu d'être une suite de décisions humaines, redevenait une météorologie. Et c'est là que l'ancien diplomate réapparaît, mais transfiguré. Lui qui passait sa vie à lire des rapports, à interpréter des signaux, à anticiper des mouvements, se met à écrire comme on lit une carte du monde, non plus politique, mais cosmique. Le vent, chez lui, n'est jamais un simple décor. C'est une force qui déplace, qui arrache, qui dessèche, qui purifie parfois. Le vent, c'est l'histoire quand elle ne demande pas la permission. Et l'homme qui a vu, de l'intérieur, l'impuissance des formules, face à la force brute, trouve dans le vent une image exacte. On peut prévoir, on peut mesurer, on peut dresser des digues, mais le vent passe, il passe toujours. Dans les années américaines, il y a aussi une autre bataille, plus sourde, celle de la réputation. En France, son nom administratif est entaché par la disgrâce. Son nom poétique, lui, est connu dans des cercles littéraires, mais il reste celui d'un poète difficile, rare, presque mythique. L'exil risque de le faire disparaître. Un poète absent évite un poète oublié, surtout quand le pays est occupé.
quand les priorités sont ailleurs, quand la littérature elle-même se recompose autour d'autres urgences, d'autres engagements, d'autres voies. Et pourtant, Perse ne se transforme pas en homme de réseau au sens mondain. Il ne court pas après la reconnaissance, il ne multiplie pas les apparitions, il reste fidèle à une certaine distance. Mais cette distance, désormais, n'est plus seulement un trait de caractère, c'est une stratégie de survie. Il faut tenir sans se dissoudre. Il faut rester présent sans se livrer. Il faut exister sans se compromettre. L'Amérique lui offre un paradoxe, l'anonymat et la visibilité. Anonymat parce qu'il n'est plus au centre du jeu politique français. Visibilité parce que le monde intellectuel américain, curieux de l'Europe en guerre, accueille les exilés, les écoute, les publie, les invite. Il y a des conférences, des lectures, des rencontres. Il y a aussi dans ces années-là une circulation intense d'idées, de livres, de manifestes. L'Europe brûle, et l'Amérique devient un lieu où l'on conserve, où l'on prépare, où l'on observe. Perse, lui, observe avec une attention d'ancien homme d'État. Il sait que la guerre n'est pas seulement une affaire de bataille, c'est une affaire de ressources, de routes maritimes, de production, d'alliances. Il sait que l'Atlantique est une artère, et il sait surtout que la France, même libérée, ne retrouvera pas le monde d'avant. Cette certitude, il ne la formule pas en notes diplomatiques, il la laisse travailler dans la poésie comme une pression souterraine. Il y a aussi, dans l'exil, une question de langue. On vit dans une autre langue, on entend une autre musique, on voit des panneaux, des journaux, des conversations qui ne sont pas les vôtres. Pour beaucoup, cela finit par contaminer l'écriture. Chez Perse, c'est l'inverse. Le français devient une forteresse, une patrie portative. Il écrit dans une langue qui se veut intacte, souveraine, presque minérale. Comme si, en la poussant à son maximum d'amplitude, il pouvait compenser la perte de tout le reste. Et cette amplitude, elle se déploie aussi dans Vent, publié en 1946 également, qui prolonge et amplifie cette obsession des forces. Le vent y devient presque un personnage collectif, une puissance qui traverse les continents, qui emporte les poussières, qui fait tourner les voiles, qui renverse les tentes, qui change les climats. On sent derrière ces images l'homme qui a vécu la politique comme une science des pressions et des courants. La diplomatie, c'était déjà une météorologie, mais une météorologie humaine. La poésie, désormais, assume la météorologie totale. Ce qui est fascinant, c'est que l'exil ne le rend pas plus intime. Il ne se met pas à écrire « je » comme un journal. Il reste dans une parole qui semble venir de plus loin que lui. Une parole qui parle au nom d'une expérience collective, mais sans slogan. Une parole qui refuse l'anecdote. Cela peut agacer. Cela a agacé. On lui reprochera l'hermétisme, la hauteur, l'absence de récit. Mais cette hauteur est aussi une réponse à la chute. Quand on a vu un État s'effondrer, quand on a vu les institutions se dissoudre, on peut choisir de se mettre à hauteur d'homme ou de se mettre à hauteur d'horizon. Perse choisit l'horizon. Et pourtant, l'homme n'est pas un pur esprit. Il vit, il vieillit, il s'installe. Il doit gagner sa vie, organiser son quotidien, se loger, se déplacer. L'exil, même prestigieux, même entouré de bibliothèques, reste un exil. On n'est pas chez soi. On n'a pas ses habitudes. On n'a pas ses paysages. On n'a pas cette évidence du sol sous les pieds. Et chez Perse, le sol a toujours été important. Le sable des Antilles, la poussière des routes, le sel des rivages. En Amérique, il y a d'autres sols, d'autres odeurs, d'autres vents. Il les absorbe, mais il ne s'y dissout pas. La guerre se termine. L'Europe se relève. La France se libère. Et pour Alexis Léger, la situation reste complexe. Il n'est pas simplement un exilé qui rentre triomphalement. Il a été évincé, accusé, mis à l'écart.
Son nom administratif a été mêlé à des polémiques, à des règlements de compte. Il y a des archives perdues, des papiers confisqués, des récits contradictoires. Le retour n'est pas une évidence. Et puis, il y a cette autre réalité. Il a désormais une vie américaine, des attaches, un rythme. L'exil, à force de durer, devient une seconde nature. C'est là que la poésie prend une dimension presque politique, mais sans programme. Elle devient une manière de rétablir une autorité. Non pas l'autorité d'un fonctionnaire, mais celle d'une voix. Une voix qui ne dépend plus d'un ministère, d'un gouvernement, d'un régime. Une voix qui ne peut pas être révoquée. On peut lui retirer un poste. On ne peut pas lui retirer une phrase déjà écrite, déjà publiée, déjà entrée dans la mémoire des lecteurs. Et cette autorité, il la reconstruit lentement, par la rareté même de ses publications, par leur densité, par leur singularité. Il ne publie pas beaucoup. Il publie comme on lance un navire, avec préparation, avec exigence, avec une certaine idée de la durée. Chaque livre est un événement discret, mais un événement. Et dans le monde littéraire d'après-guerre, où tant de voix se disputent l'attention, cette rareté devient une force. Il y a aussi, dans ces années, une forme de solitude choisie. Peirce n'est pas un poète de cénacle. Il n'est pas un poète de café. Il n'est pas un poète de manifeste. Il est un poète de chambre haute, mais une chambre ouverte sur les éléments. Cette posture, qui pouvait sembler aristocratique avant la guerre, devient après la guerre une manière de se tenir à distance des querelles immédiates. Il ne veut pas être pris dans les camps. Il a déjà vu ce que les camps font aux hommes. Et pourtant, la politique ne le lâche pas. Elle ne lâche jamais ceux qui l'ont servi au sommet. Il reste, autour de lui, des débats sur son rôle, avant 1940, sur ses positions, sur ses responsabilités. La mémoire nationale est un champ de mines. Chacun y marche avec ses intérêts, ses blessures, ses justifications. Léger, qui a vécu dans le secret, se retrouve jugé dans le bruit, et il ne répond pas par des mémoires, par des plaidoyers, par des confessions. Il répond par une œuvre qui, précisément, refuse le tribunal de l'actualité. C'est une manière de dire « Vous pouvez discuter de mes dossiers, mais vous ne posséderez pas ma voix. Vous pouvez me retirer une carrière, mais vous ne retirerez pas l'horizon. » Et cet horizon, il le porte en lui depuis l'enfance antillaise, depuis les alizés, depuis la mer qui n'est de jamais loin. L'exil américain, au fond, réactive cette matrice. L'homme est un être de traversée. Il n'est jamais installé. Il croit l'être, puis le vent tourne. Dans les bibliothèques de Washington, dans les appartements où l'on vit avec peu de choses, dans les rues américaines où l'on marche parmi des inconnus, Peirce continue d'entendre la mer. Pas la mer réelle forcément, mais la mer comme rythme, comme respiration, comme promesse d'un ailleurs qui n'est pas seulement géographique. La mer, chez lui, est une manière de penser le temps, une succession de vagues, de retours, de départs, de flux et de reflux. La défaite de 1940 a été une vague énorme. Elle a tout emporté, mais elle a aussi paradoxalement dégagé un espace, celui où la poésie n'est plus un luxe clandestin, mais une nécessité. Et c'est ainsi qu'un homme formé à la note diplomatique, à la prudence, au calcul, se retrouve à écrire des poèmes qui ressemblent mais à des continents en mouvement. Non pas malgré l'exil, à cause de lui, parce que l'exil a fait sauter la cloison, parce que l'exil a rendu impossible le retour à la double vie, parce que l'exil a obligé à choisir, non pas entre l'état et la poésie, mais entre la disparition et la voix. Il y a une image qui revient, insistante, presque obsédante, celle du vent qui traverse tout. Le vent des Antilles, le vent des plaines, le vent des mers, le vent des villes, le vent qui ne demande pas de visa, le vent qui ne reconnaît pas les régimes, le vent qui passe sur les ruines et sur les reconstructions. Et dans ce vent, Saint John Peirce
trouve une patrie paradoxale, une patrie sans frontières, mais avec une langue, une patrie faite de souffle. Quand on lit Exil, quand on lit Vent, on entend cette tension. D'un côté, la discipline d'un homme qui a servi l'État, qui a appris la rigueur, la retenue, la précision. De l'autre, l'expansion d'une parole qui refuse d'être réduite. C'est une poésie qui ne se contente pas de dire la douleur de l'arrachement. Elle la transforme en énergie. Elle fait de la perte une puissance. Elle fait de la chute une hauteur. Et pendant que l'Europe se reconstruit, pendant que la France tente de se raconter une histoire supportable, Alexis Léger reste là, de l'autre côté de l'Atlantique, dans une position étrange, ni tout à fait absent, ni tout à fait présent. Un homme dont la vie publique a été brisée par l'histoire, mais dont la vie poétique, elle, s'est mise à occuper tout l'espace. Un homme qui a perdu un pays administratif, mais qui a gagné un territoire de mots. Le temps, désormais, n'est plus celui des dépêches. Ce n'est plus le temps des crises quotidiennes. C'est un temps plus long, plus profond, plus impitoyable aussi, celui de la postérité. Et dans ce temps-là, il n'y a pas de ministère pour vous protéger. Il n'y a que ce que vous avez écrit. Il n'y a que la force de la phrase. Il n'y a que la capacité d'une voix à traverser, comme un vent, les décennies et les frontières. Dans l'après-guerre, il y a un moment où l'on croit que tout va se remettre en place, comme si l'histoire, après avoir renversé la table, allait s'excuser et replacer les couverts. Mais rien ne revient exactement. Les hommes changent de visage, les institutions changent de ton, les fidélités se recomposent, et ceux qui ont vécu au cœur de l'appareil d'État découvrent une vérité brutale. La République, même restaurée, n'a pas forcément besoin d'eux. Alexis Léger, lui, reste de l'autre côté de l'Atlantique, dans cette zone grise où l'on n'est plus un acteur officiel et pas encore une figure consacrée. Il n'est pas un revenant, il est un survivant. Il y a des retours qui sont des triomphes, avec des quais, des embrassades, des photographies. Le sien est d'abord un retour symbolique, intermittent, presque administratif. Des démarches, des correspondances, des tentatives de réhabilitation, des conversations où l'on pèse les mots comme on pèse des pièces d'or. On ne répare pas une disgrâce comme on recolle une porcelaine. La défaite de 1940 a laissé des éclats partout, et chaque éclat peut blesser à nouveau. Dans la France de la Libération, on juge, on classe, on absout, on condamne, on réécrit. Les dossiers ressortent, les inimitiés aussi. Et l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui a vécu dans le secret et la nuance, se retrouve exposé à une lumière crue, celle des simplifications nécessaires. Il y a, autour de son nom, des polémiques qui ne sont pas seulement littéraires. On discute de son rôle avant-guerre, de ses choix, de ses influences, de ses relations. On le soupçonne, on le défend, on l'utilise. Et lui, fidèle à sa manière, ne se jette pas dans l'arène. Il ne publie pas de mémoire vengeur. Il ne règle pas ses comptes à la plume journalistique. Il garde cette distance qui, chez d'autres, passerait pour de l'orgueil, mais qui, chez lui, ressemble à une discipline. Ne pas se laisser réduire à une querelle de personnes, ne pas se laisser enfermer dans un récit national où il faudrait être soit un héros, soit un coupable. Alors il fait ce qu'il sait faire de plus souverain, il écrit. Et il écrit comme on dresse un territoire quand on a perdu un pays. La poésie, chez Saint John Perse, n'est pas un refuge douillet, c'est une architecture, une manière de tenir debout, une manière de respirer à grande échelle. Dans les années qui suivent la guerre, sa parole s'affirme comme une parole de longue durée, indifférente aux modes, presque indifférente aux débats immédiats, et pourtant traversée par la violence du siècle, comme une mer est traversée par les courants. Il y a dans ces textes une sensation de vastitude qui n'est pas décorative, c'est une réponse. Quand le monde politique s'est révélé fragile,
quand les institutions ont montré leur capacité à s'effondrer en quelques domaines, il reste l'immense, il reste l'élémentaire, le vent, le sel, la poussière, la houle, et cette langue française portée à un point de tension où elle devient à la fois instrument et matière, outil de précision et masse sonore. Il vit encore aux États-Unis, longtemps. Il y a des bibliothèques, des universités, des salons où l'on parle de l'Europe comme d'un continent blessé. Il y a aussi l'Amérique d'après-guerre, sûre de sa puissance, industrielle, verticale, avec ses routes interminables, ses journaux qui sentent l'encre fraîche, ses villes où l'on marche vite. Et au milieu de cette énergie, Perse garde une allure d'homme venu d'un autre temps, costume impeccable, réserve, politesse froide, et cette impression qu'il écoute plus qu'il ne parle, comme s'il continuait, même sans portefeuille officiel, à capter des signaux. Mais ce qui le travaille n'est plus la dépêche, c'est la durée. Et la durée, chez lui, a le goût du large. Quand paraît Amers en 1957, c'est comme si la mer, qui n'avait cessé d'être là, dans l'enfance antillaise, dans l'exil, dans les images de traversée, devenait enfin le grand sujet total, le grand organisme poétique. Le titre lui-même est un nœud. Les Amers, ce sont ces repères fixes sur la côte, ces points d'onde visibles qui permettent aux navigateurs de se situer, de faire le point, de ne pas se perdre. Et, amer, c'est aussi l'amertume, le goût du sel et de la perte. Chez Perse, tout se tient. La navigation et la mémoire, la géographie et la blessure, la technique et le chant. Amers n'est pas un récit de mer au sens classique. Ce n'est pas un roman d'aventure. C'est une mer mentale, une mer de langue, une mer où l'on entend les craquements des coques, les appels des ports, les noms des vents, les gestes des marins, mais transfigurés, portés à une hauteur où l'expérience individuelle se dissout dans une sorte de grande respiration du monde. On y sent la connaissance concrète, celle des rivages, des traversées, des horizons, et en même temps, une volonté de faire de la mer une figure de tout ce qui échappe, le temps, l'histoire, la puissance, la disparition. La mer, chez lui, n'est jamais une carte postale. Elle est une force qui oblige, elle impose sa loi, elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas le centre, et c'est peut-être là, dans cette humilité paradoxale, humilité devant l'élément, orgueil de la langue, que se joue quelque chose de décisif. L'ancien serviteur de l'État, qui a connu les illusions de maîtrise, choisit un royaume où la maîtrise est impossible, mais où l'on peut au moins nommer. Nommer encore, nommer plus grand que soi, et ce geste de nomination, qui ressemblait autrefois à celui du diplomate, définir, qualifier, encadrer, anticiper, devient chez le poète une manière de ne pas être effacé. Car l'exil, même quand il est entouré d'estime, reste une menace d'effacement. On peut disparaître sans mourir. Il suffit que les autres continuent sans vous. Il suffit que les bibliothèques classent votre nom dans une section trop étroite. Il suffit que la langue change de rythme. Perse, lui, refuse d'être un nom de plus. Il veut être une voix reconnaissable entre toutes, comme un vent particulier qu'on identifie à son odeur, à sa température, à sa violence. Les années 50 en France sont aussi celles d'une littérature qui se cherche autrement. L'engagement, les débats idéologiques, les nouvelles formes romanesques, les querelles d'école. Dans ce paysage, Saint John Perse fait figure d'astre lointain. On le lit comme on regarde une constellation. C'est beau, c'est haut, c'est parfois difficile à saisir. On lui reproche l'hermétisme, on lui reproche la grandeur, on lui reproche une certaine indifférence au quotidien. Mais cette indifférence est trompeuse. Il n'est pas indifférent. Il est ailleurs. Il a choisi une échelle où le quotidien apparaît comme une écume, non pas méprisable, mais insuffisante pour dire ce qu'il a vu. L'effondrement d'un monde, la fragilité des constructions humaines,
la violence des forces collectives. Et puis, arrive 1960, le prix Nobel de littérature. Un prix, c'est une cérémonie, des discours, des flashs, des articles. Mais pour Peirce, c'est aussi une réparation étrange, presque ironique. L'homme qui a été chassé du cœur de l'État français, l'homme dont la carrière administrative a été brisée par la défaite et la suspicion, reçoit la plus haute reconnaissance internationale au nom d'une œuvre écrite sous pseudonyme, longtemps tenue à distance, longtemps protégée comme un secret. Le Monde, qui l'avait rejeté comme fonctionnaire, le consacre comme poète. Et ce n'est pas seulement une médaille, c'est une bascule de statut. Désormais, on ne peut plus parler de lui comme d'un exilé marginal. Il devient une autorité littéraire mondiale. Le Nobel, chez lui, n'efface pas les zones d'ombre. Il ne simplifie pas la biographie. Au contraire, il la rend plus paradoxale. Car on se met à relire l'œuvre à la lumière de la carrière, et la carrière à la lumière de l'œuvre. On se demande comment un homme de notes confidentielles a pu écrire une langue aussi déployée. On se demande comment un poète de l'immense a pu être un artisan du secret. Et plus on regarde, plus on comprend que ce n'est pas une contradiction accidentelle, mais une structure intime, la même exigence de forme, la même obsession de la justesse, la même volonté de tenir le monde à distance pour mieux le saisir. Il y a, dans la réception du Nobel, une scène qui compte, la Suède, la solennité, la langue française portée dans un espace international où elle n'est plus l'évidence, mais un choix. Peirce, qui a toujours traité la langue comme une souveraineté, se retrouve à la représenter au plus haut niveau, non pas comme un ambassadeur officiel, il ne l'est plus, mais comme un ambassadeur de souffle. Et l'on imagine ce que cela signifie pour lui. Une revanche sans vengeance, une reconnaissance sans retour complet, une consécration qui ne rend pas les années perdues, mais qui donne à la perte une forme de sens. Après 1960, il n'entre pas pour autant dans une vie de célébrité facile. Il reste rare, il reste contrôlé. Il reste maître de son image, comme il l'a toujours été. Le pseudonyme, même désormais célèbre, continue de fonctionner comme un filtre. Il protège l'homme Alexis Léger derrière la figure Saint John Peirce, et cette protection n'est pas un caprice. C'est une manière de garder la poésie hors de la biographie immédiate, hors du bavardage, hors de la réduction psychologique. Il ne veut pas qu'on lise ses poèmes comme des confessions déguisées, il veut qu'on les lise comme des actes de langue. Et pourtant, l'âge avance. Le corps rappelle sa loi, comme la mer rappelle sa marée. Les années 60 et 70 sont celles d'un monde qui change encore. Décolonisation, guerre froide, nouvelles tensions, nouvelle vitesse. Peirce, qui a connu l'ancien monde des empires et des chancelleries, voit se lever d'autres vents. Il n'est plus au centre des décisions, mais il reste un témoin d'une époque où l'Europe croyait encore pouvoir organiser le globe par des traités et des lignes sur des cartes. Il a vu cette illusion se briser. Il a vu l'histoire accélérer. Et il a transformé cette accélération en une poésie qui, paradoxalement, ralentit le temps, l'étire, le rend presque géologique. Il y a aussi, dans ces dernières décennies, une question de lieu. Où vivre quand on a vécu l'arrachement? Où finir quand on a fait de l'horizon une patrie? Peirce revient plus nettement en France, sans que ce soit un retour simple. Il y a des séjours, des attaches, des paysages retrouvés. Et puis, à la fin, Giens, dans le Var. Une presqu'île. Déjà le mot dit tout. Presque une île. Un morceau de terre avancé dans la mer, tenu par un isthme, entouré de vent, de sel, de lumière. Un endroit où l'on sent physiquement la présence de l'élément, où l'horizon n'est pas une idée mais une ligne réelle, chaque jour redessinée par la brume ou le Mistral. Giens, ce n'est pas Pointe-à-Pitre, ce n'est pas la Guadeloupe de l'enfance,
avec ses alizés chauds, ses pluies tropicales, ses odeurs de canne et de terre humide. Mais c'est encore un bord, un seuil, un lieu où l'on vit avec le bruit du large, avec cette rumeur continue qui ressemble à une phrase interminable. Et pour un poète qui a fait de la mer un motif total, finir sur une presqu'île, c'est presque une signature. Il meurt le 20 septembre 1975. La date tombe comme tombent les dates. Sèche, administrative, définitive. Mais autour de cette sécheresse, il y a tout ce qu'il laisse. Une œuvre relativement brève en quantité, mais immense en densité, une œuvre qui a imposé une idée singulière de la poésie au XXe siècle. Non pas comme confession, non pas comme chronique, mais comme chant de souveraineté. Une souveraineté sans trône, une souveraineté de langue. Et la postérité, comme toujours, est un autre champ de bataille. On continue de discuter, on continue de contester, on continue d'admirer. Certains restant à la porte, rebutés par la syntaxe ample, par les images qui semblent venir d'un monde sans petites histoires. D'autres entrent et n'en sortent plus, parce qu'ils y trouvent une sensation rare, celle d'une langue qui ne se contente pas de décrire, mais qui organise, qui ordonne, qui donne au chaos une forme respirable. On a souvent dit « poésie épique » à propos de Saint John Perse. Le mot est commode, mais il peut tromper. Ce n'est pas l'épopée des héros nommés, des batailles racontées, des aventures suivies, c'est une épopée sans personnage fixe, une épopée des forces, des migrations, des éléments, des civilisations en mouvement. Une épopée où le protagoniste, si l'on ose dire, c'est l'homme face au monde, non pas l'homme intime, mais l'homme collectif, l'homme historique, l'homme jeté dans des vents qui le dépassent. Et c'est là que l'ancien diplomate revient, comme une ombre portée. Toute sa vie, Alexis Léger a travaillé à penser le monde à grande échelle, à anticiper des chocs, à lire des rapports comme on lit des signes météorologiques. Il a connu la puissance des mots dans les chancelleries, ces mots qui peuvent éviter une crise ou la précipiter, ces mots qui, mal placés, deviennent des armes. Il a connu aussi leur impuissance quand les chars avancent, quand les régimes tombent, quand les peuples fuient. De cette double expérience, puissance et impuissance, naît une poésie qui ne croit ni au bavardage ni au silence, mais au souffle juste, au souffle tenu, au souffle qui traverse. La mer et le vent, chez lui, ne sont pas des images décoratives, ce sont des lois. La mer, ce qui sépare et ce qui relie, ce qui emporte et ce qui ramène, ce qui conserve et ce qui efface. Le vent, ce qui passe sans demander, ce qui change les cartes, ce qui oblige à tenir la barre autrement. Toute sa vie est une navigation entre deux souverainetés, celle de l'État, avec ses bureaux, ses archives, ses signatures, et celle de la poésie, avec ses rythmes, ses répétitions, ses élans, ses silences internes. L'une lui a été retirée, l'autre, il l'a portée jusqu'au bout. Et quand on referme ses livres, quand on quitte cette langue qui semble parfois taillée dans le sel et le granit, il reste une sensation étrange, presque physique, celle d'avoir été déplacé, comme après une traversée. On n'est plus tout à fait au même endroit, on a vu l'horizon autrement. On a entendu, derrière les événements, derrière les dates, derrière les régimes, un bruit plus ancien et plus vaste. Le bruit du monde, le bruit de la mer, le bruit du vent,